c'est lancé, CJ, si tu veux faire un petit mémorandum. Eh bien, bonsoir ou bonjour à toutes et à tous qui nous regardez sur YouTube et aussi aux gens qui sont venus sur cette capsule sur le Discord, puisque je le rappelle, tous les vendredis soirs, hein, carrément, ou alors un vendredi sur... Un je dis un mardi. vendredi, mais non, c'est un mardi, pardon. Quasiment tous les mardis soirs, ou du moins 2 semaines sur 4, enfin une semaine sur 2. Bah là, ce mois-ci, c'était un petit peu particulier, parce qu'on avait les fêtes de fin d'année où on va rien faire fin décembre. Donc là, ce mois Du de coup, ça a novembre, voulu rush. c'était un peu... Voilà, c'est ça. Ce mois de novembre, on en avait eu 2 exceptionnellement. Mais normalement, c'est tous les derniers mardis du mois. D'accord. Bon, je voulais juste m'en assurer parce qu'effectivement, ça m'avait paru un peu très court le Oui. délai, mais j'en suis C'est très ça. content. Et même si j'ai envie de te dire, même si des gens ont envie d'accélérer, voilà. Ah oui, tout à fait. Mais du coup, effectivement, tous les derniers mardis du mois, en général, on a une petite présentation capsule comme ça. Alors ça peut tourner autour du jeu, mais autour aussi de la littérature, comme vous l'avez vu avec Andrew sur Game of Thrones, ou encore ici, eh bien, ça va tourner aujourd'hui autour de l'histoire. Voilà. Avec un grand H. Et j'aimerais donc te remercier, Dizrak, de continuer à organiser ça. J'aimerais continuer à remercier les gens qui ont déjà organisé des choses, ceux qui voudraient en faire, etc. Ouais, bah remercie déjà ceux qui nous écoutent ce soir, et puis effectivement, comme tu disais, ceux qui ont déjà organisé les choses, bah Andrew, comme tu l'as cité, Montaigne. On va avoir Augustus également en janvier, donc la date est encore à Sur le à fameux hockey. déterminer. Voilà, c'est ça, sur le hockey sur glace. Donc voilà, plein de bonnes choses Eh à bien, voir. du coup, je te laisse enchaîner et moi je me mute. Tout à fait. Alors le sujet du jour, ça sera la charte de Niquinta. Donc je vais le prononcer comme ça, Niquinta, Niquinta. Bon, ça c'est un peu, chacun le prononce un peu comme il veut, mais moi je le prononcerai Niquinta tout au long de la présentation. Donc c'est une charte, pour donner juste un contexte rapide. Après on déclinera, mais c'est une charte qui est censée avoir été écrite au XIIe siècle concernant un concile cathare qui se serait passé dans le sud de la France. Donc j'en dis pas plus pour l'instant, et on va commencer. Donc, comme je disais, on parle des cathares. Donc, les cathares, la seule évocation de ce mot fait jaillir en nous des myriades d'images et d'idées, ou de régimes alimentaires pour certains, ça dépend des gens. Dans notre imaginaire collectif, les cathares sont devenus bien plus qu'un simple chapitre de l'histoire médiévale. Ils sont le symbole romantique de la résistance spirituelle, les gardiens des secrets cachés dans les forteresses vertigineuses des Pyrénées. Qui n'a pas entendu parler du siège de Montségur par exemple en 1244, de ce trésor cathare entre guillemets qui aurait miraculeusement échappé aux croisés la nuit précédant la reddition. Certains y voient le Graal, d'autres encore des manuscrits interdits, ou même des richesses englouties à jamais. Les cathares occupent une place à part dans notre mémoire culturelle. Ce sont des martyrs brûlés vifs pour leurs convictions et des pacifistes refusant tout serment et toute violence. Ils sont aussi, dans certains récits, les derniers héritiers d'une sagesse antique venue d'Orient, porteurs d'une vérité que l'Église catholique aurait voulu étouffer à tout prix. Cette image puissante, presque mythologique, des cathares s'est construite au fil des siècles, des textes de l'Inquisition jusqu'au tourisme culturel contemporain du pays cathare, en passant par le romantisme du XIXe siècle. Mais n'oublions surtout pas l'opportunisme de cour du XVIIe, sans qui le sujet de cette présentation n'existerait sûrement pas. Mais alors qu'en est-il vraiment ? Car derrière cet imaginaire souvent fantasmé d'un peuple caché dans les plus hautes salles, des plus hautes tours, des plus hauts châteaux de la région languedocienne, il y a une réalité beaucoup plus contrastée, beaucoup plus européenne et moins uniformisée que ce que l'on voit et on entend souvent à leur égard. Une réalité moins chatoyante, moins romantique peut-être, mais beaucoup plus intéressante et beaucoup plus éclairante sur ce que pouvait être la religion à cette époque, dans toute sa diversité de pratiques, mais également dans l'emprise politique que celle-ci pouvait avoir au quotidien. Bienvenue dans le Languedoc, au tournant du XIIe ou XIIIe siècle. Cette vaste région du sud de la France s'étend de Toulouse à la Méditerranée, en gros. C'est une terre prospère, marquée par une culture occitane raffinée, par des troubadours et une noblesse relativement indépendante du pouvoir royal français du Nord. C'est aussi une région où la christianisation reste imparfaite, où coexistent différentes pratiques religieuses et où l'autorité de l'Église romaine est contestée. Cette christianisation imparfaite, donnée assez largement répandue dans l'Europe de l'après-réforme grégorienne, donc la réforme grégorienne a eu lieu la deuxième moitié du XIe siècle, sera le terreau de notre capsule du jour. Dans ce contexte apparaissent, ou plutôt sont signalés par les autorités ecclésiastiques, nuance centrale de notre sujet, des prêcheurs itinérants, des communautés de bons hommes et bonnes femmes, bonnes hommes
en occitan, alors je le prononce certainement mal, je ne parle pas l'occitan malheureusement, qui vivent dans de la pauvreté volontaire, refusent les sacrements de l'Église, voire les remplacent, comme on pourra le voir, et prêchent un retour à la simplicité évangélique. L'Église catholique les désigne progressivement comme hérétiques, les associe au dualisme manichéen et finit par lancer contre eux la croisade des Albigeois, qui durera une vingtaine d'années en gros, de 1209 à 1229, puis mettra en place l'Inquisition à partir de 1233. Au cœur de cette histoire se trouve un document fascinant et profondément énigmatique, la fameuse Charte de Niquinta, notre sujet du jour. Ce texte, prétendument écrit en 1232 par un certain Paulan ou Poulain, on ne sait pas trop, nous servira de fil rouge pour notre présentation. Cette charte relaterait un concile cathare qui se serait tenu donc en 1167 à Saint-Félix-l'Oraget, près de Toulouse, sous la présidence d'un mystérieux évêque venu de Constantinople, un certain Nicétas ou Niquinta donc. Ce concile aurait organisé l'église cathare en diocèse établi des évêques, bref aurait structuré un véritable mouvement religieux concurrent de l'église catholique. Alors le problème, me direz-vous, c'est qu'aucun manuscrit médiéval n'a jamais été retrouvé. Le texte n'apparaît qu'en 1660, publié par un chanoine de Carcassonne, Guillaume Besse, dans un contexte très particulier de polémique anti-protestante. Depuis, la charte de Niquinta n'a cessé de diviser les historiens jusqu'à la fin des années 90 et même aujourd'hui. Est-ce un document authentique prouvant l'existence d'une église cathare organisée dès 1167 ou alors un faux moderne créé au XVIIe siècle Ou alors, est-ce une légende fondatrice créée par les cathares eux-mêmes au XIIIe siècle pour légitimer leur mouvement ? Et en fait, c'est rien de tout ça et un peu de tout ça à la fois. Alors, comme je disais, cette charte va nous servir de fil rouge tout au long de la présentation. À travers elle, nous allons explorer un débat historiographique fascinant qui dépasse largement la simple question de l'authenticité du document. C'est en réalité toute la question de l'existence même des cathares et de leur hérésie qui est en jeu. Pour éclairer ce débat, nous adopterons une approche volontairement dialectique, en deux parties. Dans un premier temps, nous adopterons la thèse provocatrice selon laquelle les cathares en fait n'ont jamais existé, en montrant comment la charte, le nom même de cathare et l'organisation qu'on leur prête sont en grande partie des constructions extérieures, des projections de l'Église et de l'Inquisition sur des dissidences religieuses locales et diverses. Dans un second temps, on défendra la thèse inverse. Évidemment en fait qu'ils ont existé, il n'y a aucune question là-dessus. En démontrant que paradoxalement, la charte elle-même, même si c'était un faux, la violence des répressions et les réponses franciscaines et dominicaines prouvent l'existence d'un mouvement religieux réel, d'une aspiration spirituelle et sociale profonde dans le Languedoc du XIIIe siècle. Au terme de ce parcours, nous verrons que la vraie question n'est peut-être pas « les cathares ont-ils existé ?», mais plutôt « sous quelle forme ont-ils existé ?» et comment les historiographiques anciennes comme modernes les ont-elles construites. Alors la première partie, en fait non, ils n'ont jamais existé. Alors, c'est un petit peu provocateur, je sais, ça peut sembler un peu idiot après tout ce que je viens de dire. Après tout, on parle de Cathare depuis des siècles, il y a des livres, des châteaux, tout un tourisme, et pourtant, dans cette première partie, nous allons explorer une thèse un peu dérangeante. Et si tout ce que l'on croit savoir sur les cathares était en réalité une construction politique, historiographique, ou une projection de l'Église sur des dissidences locales qui n'avaient rien d'unifié ni rien d'organisé. Et notre fil rouge, la fameuse charte de Niquinta, va nous servir exactement à démontrer cela. Allez, c'est parti. Alors, commençons par le commencement donc. La charte de Niquinta elle-même. Ce document qui est censé prouver l'existence d'une église cathare organisée dès 1167. Le problème, c'est que ce document, il n'existe tout simplement pas. Aucun manuscrit médiéval n'a jamais été retrouvé. Rien du tout. Pas la moindre trace dans les archives du XIIe siècle. La première mention de ce texte apparaît en 1660, c'est-à-dire 5 siècles après les événements qui sont censés décrire. 5 siècles, c'est énorme. Imaginons qu'aujourd'hui on découvre un truc qui raconte en détail un événement de 1525, ça serait un peu surprenant. La seule source qu'on a, ce sont des copies du XVIIe siècle, publiées donc par un certain Guillaume Besse, chanoine de Carcassonne. Bien sûr, impossible de vérifier quoi que ce soit matériellement puisqu'on n'a pas l'original, évidemment. Mais il y a pire. Ce fameux concile de 1167 qui se serait passé à Saint-Félix, ce grand rassemblement où l'évêque Nicétas Niquinta serait venu de Constantinople pour organiser l'église cathare en diocèse, il est totalement absent des sources contemporaines.
Aucune chronique de l'époque n'en parle. Pas un mot dans les archives ecclésiastiques. C'est un silence assourdissant. Alors on est en droit de se demander, est-ce que le concile a vraiment eu lieu? Ou est-ce qu'on est face à un document fantôme, un texte qui décrit quelque chose qui n'a juste pas existé? Alors, pourquoi si ce document est suspect? Pourquoi on l'a publié en 1660? Et surtout, qui l'a publié? Alors on va commencer par parler de Guillaume Besse. Guillaume Besse, non, c'est évidemment pas lui, c'est un chanoine de Carcassonne. Et le timing est, extrêmement suspect. Nous sommes en 1660, en pleine période de tension religieuse en France. La révocation de l'édit de Nantes approche, elle aura lieu 25 ans plus tard, en 1685. Et l'hostilité antiprotestante est à son comble. L'Église catholique cherche à prouver que l'hérésie est enracinée depuis toujours dans le sud de la France, que les protestants ne sont que les descendants des anciens cathares. Et là, miraculeusement, Guillaume Besse découvre, entre guillemets, un document qui prouve exactement ça. Une hérésie organisée, structurée, dès 1167 en Languedoc. C'est pratique, non? Besse n'est pas un simple érudit désintéressé, évidemment. C'est un auteur d'ouvrages polémiques contre les Huguenots, une branche protestante. Il a un agenda politique clair, assimiler protestants et cathares pour mieux les délégitimer. Et ce document tombe à point nommé, en fait. Alors, la question se pose. Pourquoi ce document émerge-t-il exactement au moment où on en a besoin? Est-ce que la charte sert un agenda du XVIIe plutôt que de témoigner du XIIe siècle? Le doute, en tout cas, est plutôt permis. Puis il y a autre chose qui cloche. Quand on lit attentivement la charte, on se rend compte qu'elle contient des détails impossibles à connaître en 1167. D'abord, il y a les précisions géographiques. Le découpage territorial décrit dans la charte correspond à l'organisation administrative du XIIIe siècle, pas du XIIe. Les diocèses cathares mentionnés sont calqués sur une structure qui n'existait tout simplement pas en 1167. Ensuite, l'organisation ecclésiastique elle-même. Cette hiérarchie évêque-diacre parfait, donc parfait c'est le nom que se donnaient les cathares, c'est un anachronisme flagrant. C'est une structure copiée elle-même sur l'église catholique, mais sur l'église du XIIIe siècle encore une fois. Et donc ça nous amène au grand paradoxe. Comment Pierre Paulhan-Poulain, là, qui aurait copié ce texte en 1232, aurait-il pu connaître tous les détails d'un concile qui aurait eu lieu 65 ans plus tôt, sans y être, évidemment? C'est impossible. À moins, et c'est là que ça devient le plus intéressant, à moins que le document ne date pas de 1167, mais qu'il date bien de 1232. Donc, et qu'il ne décrive pas le passé, mais le présent de son époque. Gardons cela en tête parce qu'on y reviendra. Bon, on va continuer notre déconstruction. Parlons maintenant du mot lui-même, le mot cathare. Voilà quelque chose d'absolument fascinant. Ces gens que l'on appelle cathares depuis des siècles ne se sont jamais appelés comme ça eux-mêmes. Comment est-ce qu'ils s'appelaient? Donc, ils pouvaient s'appeler bons hommes ou bonnes femmes, boni homines en latin, mais je parle pas très bien latin, donc vous excuserez la prononciation. Ou alors bons chrétiens, ou alors chrétiens tout court, juste chrétiens. Certains aussi sont appelés parfaits, comme je le disais, nous perfecti en latin, mais c'est déjà un terme un peu extérieur, donc ce terme-là est à nuancer. Cathare, lui, ça vient du grec katharos, qui veut dire pur. Alors, je parle encore moins le grec que le latin, donc là c'est sûr que je me trompe dans comment c'est dit. Et donc ce terme, c'est un terme polémique, utilisé par leurs ennemis pour les assimiler aux hérésies antiques, les novatiens et les manichéens. C'est une étiquette collée de l'extérieur par l'Église catholique pour mieux les catégoriser et donc mieux les combattre. Et le plus important, il n'existe aucun texte, aucun document où ces dissidents se disent eux-mêmes cathares. Aucune revendication d'appartenir à une église cathare unifiée. C'est un nom qu'on leur a donné, qu'on leur a même imposé. Alors, quand on parle des cathares, on parle déjà d'une construction extérieure. On projette sur des groupes divers et locaux une unité qu'ils n'ont jamais revendiquée. Et cette construction extérieure, donc, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain. C'est un processus progressif. Le premier a utilisé le terme cathari, donc le pluriel de cathare d'un point de vue dans une construction latine du mot. Donc le premier à utiliser le terme cathari de manière systématique, c'est Egbert de Schönau en 1164. Donc, si vous suivez, avant le soi-disant concile de 1167. Alors, c'est un polémiste allemand, le Egbert là, qui écrit des traités contre les hérétiques. Et lui, il projette des schémas théologiques, des grilles de lecture toutes faites, sur des dissidences locales qu'il ne connaît même pas de première main.
Alors on peut se demander pourquoi un Allemand parlerait des Cathares du sud de la France. Enfin, ça n'a pas de sens. Et en fait, c'est parce que les Cathares, il n'y en a pas que dans le sud de la France en fait. On retrouve des communautés en Italie du Nord et dans l'ouest de l'Allemagne justement. Et c'est là que commence le processus de catégorisation. Au XIIe siècle, vous avez des dissidences multiples, éclatées et locales. Ici des prêcheurs itinérants, là des communautés qui refusent les sacrements, et ailleurs des gens qui vivent dans la pauvreté volontaire par exemple. Ce sont des réalités diverses, pas forcément connectées entre elles. Mais au XIIIe siècle, l'Église fait quelque chose de très puissant. Elle regroupe tout le monde, tout ça là, sous un même label. Et elle crée l'idée d'une hérésie cathare unifiée. Une doctrine cohérente, une organisation structurée. Elle crée donc a posteriori quelque chose qui n'existait pas avant. Et devinez quoi, la charte de Niquinta illustre parfaitement cette projection. Elle décrit exactement ce que l'Église voulait voir. Une Église cathare structurée, hiérarchisée et organisée. Une organisation que pourtant personne ne revendiquait en 1167. Le document crée donc rétrospectivement ce qu'il prétend décrire. Et maintenant, puisqu'on parlait d'Église, parlons de l'Inquisition. Parce que là, c'est là que le mécanisme devient vraiment visible, on va dire. En 1233, c'est la création de l'Inquisition pontificale, confiée aux dominicains, donc un ordre que l'on verra plus tard. L'Inquisition, c'est un appareil judiciaire spécialisé, professionnel entre guillemets, dont le seul but est de traquer l'hérésie. Mais voilà le problème, ou plutôt voilà ce qui est fascinant d'un point de vue historiographique. Les inquisiteurs ont créé rétrospectivement l'hérésie organisée qu'ils prétendaient combattre. Comment ? Par des interrogatoires standardisés. Ils posent les mêmes questions à tout le monde. Par exemple, croyez-vous en deux principes, le bien et le mal ? Ça revient au manichéisme dont nous parlions plus tôt. Par exemple, rejetez-vous les sacrements ? Ou qui sont vos évêques, par exemple, histoire d'avoir des informations. Et bien sûr, avec des questions standardisées, vous obtenez des réponses standardisées. Petit à petit, du coup, l'Inquisition construit une doctrine cathare cohérente à partir des témoignages fragmentaires. Les aveux, souvent arrachés sous la pression, parfois sous la torture, produisent exactement ce que l'Église veut entendre. Alors, pour revenir par contre rapidement sur la torture, l'Église ayant l'interdiction normalement de verser le sang, il s'agit plus de torture psychologique que physique. On n'a pas cette idée médiévale de roues ou de mecs qui se font briser les doigts quoi, dans ces moments-là. C'est vraiment plus des tortures psychologiques. Mais pour revenir au juge d'inquisition, ce sont les seules sources détaillées qu'on ait sur ces soi-disant cathares. Mais ces sources-là, elles sont produites par leurs persécuteurs, donc il y a un filtrage systématique et une interprétation constante. Et quand on lit ces sources, qu'est-ce qu'on lit vraiment ? Est-ce qu'on lit la réalité historique des dissidents ou la grille de lecture que l'Inquisition a plaquée sur eux ? Et en tout cas, cette grille de lecture, elle ne sort pas de nulle part. Elle vient d'un modèle très ancien, celui de Saint Augustin. Saint Augustin, donc aux alentours du 4e-5e siècle, c'est un ancien manichéen converti au christianisme. Après sa conversion, il écrit des traités anti-manichéens absolument fondateurs. Ces textes deviennent pour l'Église des références. Et du coup, quand on cherche de l'hérésie, on cherche du manichéisme. Le manichéisme, c'est une vision dualiste du monde. C'est le bien absolu contre le mal absolu, c'est la lumière contre les ténèbres. C'est un système théologique très structuré et très sophistiqué. Et l'Église médiévale, elle projette ce schéma partout. Et elle cherche du manichéisme dans toutes les dissidences qu'elle peut trouver. Elle plaque donc des catégories théologiques antiques sur des réalités locales, des pratiques populaires qui n'ont absolument rien à voir. Et la charte de Niquinta, encore une fois, c'est le modèle parfait de cette projection. Le document décrit exactement ce que l'Église voulait trouver, un lien avec le bogomilisme oriental, donc c'est une pensée orientale très ancienne, via ce mystérieux Nicetas Niquinta, là, l'évêque, venu de Constantinople, une filiation manichéenne, donc claire, une transmission de l'hérésie depuis l'Antiquité, puisque c'est ce système dualiste. C'est trop parfait en fait, ça confirme exactement le fantasme augustinien de l'Église. Alors voilà, si on résume ce qu'on vient de voir, la charte de Niquinta c'est un document fantôme qui n'apparaît qu'au XVIIe siècle. Le mot cathare c'est une étiquette collée de l'extérieur, jamais revendiquée, et l'Inquisition a créé rétrospectivement l'hérésie organisée qu'elle prétendait combattre. Donc, en somme, les cathares n'ont jamais existé. Voilà, c'est plus simple, et terminé, bonsoir. Sauf que bon, vous en doutez, on peut pas s'arrêter là. Parce qu'évidemment, ils ont existé, c'est évident.
Et vous allez me dire, attends, tu viens de passer un quart d'heure à démontrer le contraire et maintenant je change d'avis. Bah oui, en fait, c'est tout l'intérêt de la structuration en deux parties. La première partie, elle était volontairement orientée. Je vous ai montré tous les arguments qui déconstruisent le mythe cathare, qui révèlent les constructions historiographiques et les projections politiques. Et ces arguments, ils sont valides, hein, ils sont vraiment très importants. L'historiographie contemporaine les prend très au sérieux. Mais maintenant, on va faire l'inverse. On va prendre exactement ces mêmes éléments, la charte, la répression, les sources, tout ça là, et on va les lire autrement. Parce que la vérité historique, elle n'est pas binaire en fait. Ce n'est pas ils ont existé ou ils n'ont pas existé, c'est beaucoup plus subtil que ça. Alors, deuxième partie, évidemment qu'ils ont existé. Et paradoxalement, c'est notre fameux document fantôme, la charte de Nequinta, qui va nous aider à le prouver. Alors, aujourd'hui et depuis la toute fin des années 90, il y a un avis très majoritaire chez les historiens. On parle de David Sbieral, Jean-Loup Biget ou Monique Zerner principalement, qui nous disent que la charte n'est effectivement pas un document de 1167. Mais elle n'a pas non plus été fabriquée au XVIIe par Guillaume Besse. La charte a probablement été écrite vers 1220-1230 par Pierre Paulan ou Poulain et son entourage. Alors, c'est un faux d'intention du XIIIe siècle. Alors attention, un faux d'intention, ça ne veut pas dire faux moderne. Ça veut dire que ce document a été créé au XIIIe siècle par les cathares eux-mêmes avec un objectif précis. Légitimer leur mouvement en lui donnant une origine ancienne et prestigieuse. Créer une histoire, un récit fondateur en quelque sorte. Et pourquoi le document décrit-il si bien l'organisation cathare ? Parce que il décrit le catharisme comme il existait dans les années 1220-1230, pas en 1167. Tous les anachronismes qu'on a relevés, ils sont résolus maintenant. C'est normal puisque c'est un document de, on va dire, 1232, pas 1167. Mais alors, pourquoi fabriquer une telle légende ? Pourquoi inventer un concile en 1167 qui n'aurait jamais eu lieu ? Parce que dans les années 1230, les cathares, ou plutôt les dissidents, qu'on appelle comme ça, ils en ont un besoin vital. On est à la fin de la croisade des Albigeois, qui a ravagé le Languedoc de 1209 à 1229, on l'a dit. Les communautés sont décimées et dispersées. L'Inquisition est en train de se mettre en place, et face à cette pression, il y a un besoin urgent de cohésion, de légitimité et d'organisation. Il y a aussi des conflits territoriaux entre les différentes églises cathares. Toulouse contre Carcassonne par exemple. Et pour arbitrer ces conflits, il faut une autorité et une histoire commune. Alors, on crée une légende fondatrice. Et ça, c'est pas spécifique au Qatar d'ailleurs. C'est un phénomène universel dans l'histoire des religions. Le christianisme peut avoir par exemple les actes des apôtres. Ouais, c'est tout le monde. Exactement, voilà, c'est ça. Je rappelle que je me permets, je fais la digression, mais rien que si on prend justement la religion catholique, il n'y avait pas du tout d'accord sur comment était censé être organisé, ou du moins les dogmes religieux de l'Église. D'ailleurs, on dirait l'Église de Rome, mais oui. C'est plutôt l'Église de Constantinople. Et d'ailleurs, on dit catholique au début, mais c'est un peu compliqué de dire catholique au début quand il n'y a pas encore eu de schisme. Forcément. Par exemple, on retrouve ça entre les orthodoxes et les catholiques, il y a une grande différence dogmatique. Il me semble qu'il est appuyé sur qui s'appuie sur la Trinité, justement, et sur la place de la Vierge Marie, si je dis pas de bêtises. Mais dans tous les cas, la date, c'est ça, la place des saints en général. Et dans tous les cas, en fait, la grande chose qui va se faire, c'est avec, vous en avez pu voir un bout dans Attila, qui est l'arianisme. En fait, il y avait un prêtre, Arius, alors je dis prêtre, mais ça tombe, il avait une autre fonction, mais en tout cas un prêtre, qui avait commencé à faire ses prêches, etc., qui était différente de comment conceptualiser les choses, les autres évêques et autres. Et à ce moment-là, il y a eu un concile, le tout premier, qui a mis en place justement quels évangiles on va choisir, comment on structure les choses, et c'est de là que va naître d'ailleurs en soi la Bible. La toute première version de la Bible, ça va être vraiment ce moment phare où il a fallu structurer les choses, parce que sinon, il y avait 4000 versions du catholicisme. Et je crois que j'exagère même pas en disant 4000, je crois qu'on est vraiment sur des tonnes et des tonnes de versions de la religion chrétienne qui existait à l'époque, parce que chacun faisait ses prêches dans son truc.
dont 3500 où c'est juste une virgule qui changerait. C'est ça. Mais vraiment, voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui vous trouvez encore, et surtout quand on va du côté de l'Orient, bah, vous avez l'église copte, par exemple, qui va être très différente de comment ça se fait. Et encore, on peut aller sur ensuite les différents ordres entre les cisterciens et les franciscains qui aussi n'ont pas eu le même rapport. Ouais. Mais Ouais, voilà, je vais pas m'égarer, je te laisse reprendre la parole. Donc ouais, ça, donc, comme disait Sigit, tous les mouvements religieux font ça, ils se donnent une histoire, un récit des origines en quelque sorte. Et donc la charte, c'est exactement ça. Nicetas ou Niquinta, cet évêque venu de Constantinople, en fait, c'est une figure légendaire. Il y a certainement un noyau historique, ça va être difficile à prouver, mais s'il y a eu un noyau historique, il a été amplifié, il a été mythifié. Et ça sert à légitimer l'autorité des évêques cathares du XIIIe siècle, en les rattachant à une transmission orientale prestigieuse. Et maintenant, on va voir le paradoxe absolu. Il y a des petits oui là. Donc on va voir le paradoxe absolu. Si la charte est un faux du XIIIe siècle, elle prouve tout de même l'existence des cathares. Parce que pourquoi fabriquer une légende fondatrice si le mouvement n'existe pas ? Ça n'aurait pas de sens. Seul un mouvement structuré, organisé et conscient de lui-même a besoin de se légitimer historiquement. Donc la charte nous dit quelque chose de fondamental. Vers 1230, il existe bien des églises cathares organisées, avec des évêques, des diocèses et une structure. Et ces gens ont une conscience identitaire assez forte pour créer leur propre historiographie. Et c'est ça que la charte nous apprend. Ce n'est pas l'histoire de 1167, c'est la réalité de 1230. Elle nous montre l'existence de diocèses cathares, d'une hiérarchie et d'un mouvement assez puissant pour produire ses propres récits de légitimation. Et surtout, et là c'est crucial, c'est une source cathare, c'est pas une source inquisitoriale. Ce n'est pas l'Église qui invente les cathares ici, ce sont les cathares eux-mêmes qui se pensent comme un mouvement. Un faux, entre guillemets, créé au XIIIe siècle par les dissidents, ça prouve donc que ces dissidents existent. Alors maintenant, parlons de la répression qui a mené à cela. Parce que franchement, on ne mobilise pas toute cette violence contre rien. En 1209, c'est le lancement de la croisade des Albigeois. Elle est prêchée par le pape Innocent III sous prétexte d'éradiquer l'hérésie dans le Languedoc. Mais en réalité, c'est que c'est une guerre plus de conquête. Le royaume de France veut mettre la main sur le sud. Et c'est une région prospère et relativement indépendante. Et l'accusation d'hérésie, c'est le prétexte parfait. On confisque les terres de la noblesse occitane, on détruit l'autonomie politique du Languedoc, et malheureusement on massacre. Pour le massacre de 1209 à Béziers par exemple, vous connaissez peut-être la formule attribuée aux légats du pape « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Bon, cette formule est probablement apocryphe, mais elle symbolise l'ère du temps. Alors oui, l'Église nomme, catégorise, et en quelque sorte crée l'hérétique. Les sources sont produites par les croisés eux-mêmes et sont bien évidemment biaisées. Mais voilà la question, pourquoi immobiliser une armée pendant 20 ans si c'est pour combattre quelque chose qui n'existe pas ? Et notre fil rouge là, la charte, elle dit quoi ? Elle s'inscrit dans ce contexte. Elle est créée juste après la croisade. Elle reflète un monde post-traumatique où les survivants doivent se structurer et s'organiser pour résister. Et après la croisade, l'Inquisition prend le relais. Comme je l'ai dit plus tôt, en 1233, c'est la création de l'Inquisition pontificale. Elle est confiée aux dominicains, qui ont été créés justement pour combattre l'hérésie. Comme je l'ai dit, c'est un appareil judiciaire systématique, professionnel quasiment, qui va fonctionner pendant des décennies. On a des registres massifs d'interrogatoires qui nous viennent de Jacques Fournier ou Bernard Decaux par exemple. On a des milliers de pages, des milliers de personnes interrogées, condamnées. Alors, pas des milliers de personnes, toutes celles qui nous ont interrogées n'ont pas été condamnées, mais voilà. Et malheureusement, parfois, certaines ont été brûlées. Alors voilà l'argument de plusieurs historiens. Si les cathares n'existaient pas, pourquoi cette machinerie énorme ? Pourquoi investir autant de ressources, de temps et d'énergie pendant des décennies ? Alors oui, bien sûr, l'Inquisition construit l'hérésie par ses catégories, par ses questions et par son système de classification. On l'a vu dans la première partie. Mais elle ne réprime pas le vide. Il y a bien des dissidents. Il y a bien des gens qui refusent les sacrements, qui contestent l'autorité de l'Église et qui vivent selon des pratiques religieuses alternatives. La répression massive, elle prouve l'existence d'une menace perçue comme réelle par l'Église. Et regardez Montségur en 1244. Plus de 200 parfaits et parfaites brûlés vifs plutôt que d'abjurer. C'est un sacrifice inexplicable si on n'a pas de conviction réelle et sans une foi profonde. Des gens sont morts pour ces croyances. Et alors, maintenant on va changer d'angle. Parlons des ordres, en particulier des franciscains. Tout d'abord, des franciscains, parce que leur histoire est intimement liée à celle des cathares. Alors, on est au début du XIIIe, et il se passe quelque chose de particulier dans toute l'Europe. Il y a une crise
dans l'Église. Les fidèles reprochent au clergé sa richesse, sa corruption, son éloignement du peuple. Il y a une aspiration générale à un retour à la pauvreté évangélique, à la simplicité et à la pureté des premiers chrétiens. Et dans ce contexte, deux mouvements émergent en même temps. On a d'un côté donc les bons hommes et les bonnes femmes en Languedoc, et avant 1209, ce sont, comme on disait, des prêcheurs itinérants qui vivent dans la pauvreté volontaire, qui refusent les sacrements, blablabla. Et de l'autre, on a les ordres religieux, dont celui créé par saint François d'Assise. En 1209, donc exactement la même année que le début de la croisade, il fonde son mouvement. Même idéal de pauvreté radicale, même critique implicite de l'église riche et même désir de vivre comme les apôtres. C'est pas une coïncidence. C'est une réponse à un besoin spirituel commun. À l'époque produit un peu partout en Europe d'ailleurs des mouvements de pauvreté volontaire. Et les cathares, ou les bons hommes du Languedoc, sont une expression de cette aspiration. Les franciscains et les dominicains en sont un autre. Parlons maintenant de Dominique de Guzman, Saint Dominique. Dès 1206, donc avant même le début de la croisade, Dominique de Guzman est envoyé en Languedoc avec une mission spécifique, prêcher contre les cathares. Il est sur le terrain, vraiment. Et il constate quelque chose qui inquiète profondément l'Église. Les prêcheurs hérétiques sont plus crédibles que le clergé catholique lui-même. Alors pourquoi ? Parce qu'ils vivent pauvrement. Ils incarnent ce qu'ils prêchent. Alors que les évêques catholiques arrivent sur leurs grands chevaux, avec leurs serviteurs, leurs richesses, et personne ne les écoute. Alors Dominique comprend qu'il faut changer de stratégie. En 1216, il fonde l'ordre des dominicains. Un ordre de prêcheurs formés théologiquement, vivant dans la pauvreté et capable de rivaliser intellectuellement et moralement avec les parfaits. C'est un ordre créé spécifiquement pour combattre l'hérésie cathare, c'est une spécialisation totale. Et en 1233, c'est logiquement à cet ordre, aux dominicains, que l'on confie l'Inquisition. Alors, voilà ma question. Est-ce qu'on crée un ordre religieux entier avec des décennies de formation ? Parce que entre le moment où Saint Dominique va en Languedoc et l'Inquisition, il y a quasiment 30 ans. Donc avec des décennies de formation, une organisation internationale pour combattre quelque chose qui n'existerait pas, ça n'a pas beaucoup de sens. Les dominicains sont la preuve que l'Église prenait la menace au sérieux, qu'elle la percevait comme réelle, comme dangereuse potentiellement, comme ancrée dans la population. Et si les cathares étaient une pure invention, il n'y aurait absolument pas eu cet investissement. Alors pour fournir une dernière preuve, après 1230, les franciscains et les dominicains s'implantent massivement au Languedoc, et ils ont un succès monstre. Alors pourquoi ? Parce qu'ils offrent une alternative orthodoxe à la pauvreté cathare. Ils récupèrent l'aspiration spirituelle des populations, cette soif de pureté et de pauvreté évangélique dont on a parlé, mais sans l'hérésie désignée par l'Église. Ils concurrencent les parfaits sur leur propre terrain, et ça fonctionne. Les franciscains réussissent là où l'Église traditionnelle avait échoué pendant des décennies. Mais réfléchissez, pourquoi ce succès si cette aspiration spirituelle n'existait pas ? Si les parfaits n'avaient pas représenté quelque chose de réel dans le cœur des gens ? L'existence d'une solution franciscaine prouve l'existence du problème cathare. Et notre fil rouge, la charte, là, pour revenir à elle, elle décrit un mouvement structuré qui faisait face à l'Église. Les franciscains, eux, confirment, il y avait bien quelque chose à contrer, une réalité religieuse, sociale, profonde. Les cathares ont existé, pas exactement comme l'Église les a décrits, pas comme l'imaginaire romantique les a fantasmés, mais ils ont existé. Alors faisons le point, où est-ce qu'on en est ? Dans la première partie, on a vu que les cathares, tels qu'on les représente traditionnellement, sont en grande partie une construction. La charte de Nicomedia, c'est un document fantôme, aucun manuscrit médiéval, une première apparition en 1660 dans un contexte anti-protestant. Des détails anachroniques qui ne collent pas du tout avec 1167. Et pour le mot cathare lui-même, c'est une étiquette imposée de l'extérieur. Ils se sont jamais appelés comme ça, et pas d'auto-identification comme mouvement unifié. Juste la construction progressive d'une catégorie par des polémistes comme Egbert de Schönau, comme on avait vu avant même ce soi-disant concile. Et l'Inquisition, enfin, elle a créé rétrospectivement l'hérésie organisée qu'elle prétendait combattre. Des sources biaisées, une projection des schémas augustiniens du manichéisme, et une organisation adoptée après la croisade, pas avant. La thèse de la première partie, le catharisme comme église unifiée, avec une doctrine cohérente, c'est une construction historiographique et politique. C'est l'église qui nomme, qui catégorise, et en quelque sorte qui crée l'hérétique.
C'était la thèse de la première partie. Maintenant, la seconde partie, l'antithèse en quelque sorte. On a vu que la charte, paradoxalement, prouve l'existence des cathares, parce que l'avis scientifique majoritaire aujourd'hui nous dit qu'elle a probablement été créée vers 1220-1230 par les cathares eux-mêmes. C'est une légende fondatrice, comme tous les mouvements ancrés, on l'a vu. Et ça prouve l'existence d'un mouvement structuré avec une conscience identitaire suffisamment forte pour le faire. Ensuite, la répression. On ne combat pas le vide, on l'a dit. La croisade des Albigeois de 1909 à 1229, c'est une guerre massive. L'Inquisition, à partir de 1233, c'est une machinerie répressive qui fonctionne pendant des décennies dans la région. Et il y a Montségur en 1244, où plus de 200 personnes sont brûlées vives plutôt que d'abjurer. Et enfin, on a les ordres. Les ordres mendiants créés spécifiquement pour contrer les parfaits. Le Dominique de Guzman, on a dit, a été envoyé en mission dès 1206, donc avant même la croisade. Les franciscains réussissent dans le Languedoc après 1230 parce qu'ils répondent à cette même aspiration spirituelle. Notre antithèse, c'est donc des dissidents religieux ont bien existé et ont été massivement réprimés et ont laissé des traces profondes dans l'histoire du Languedoc. Bon, donc on a deux thèses complètement opposées. On a d'un côté les cathares n'ont jamais existé et de l'autre, évidemment, qu'ils ont existé. Alors c'est quoi la réponse ? Eh bien, la vraie réponse, si on peut l'appeler ça comme ça, c'est qu'on pose la mauvaise question. Les cathares ont-ils existé ? C'est une question binaire, c'est oui ou non, c'est vrai ou faux. Ça crée des camps opposés dans l'historiographie, des débats... Excuse-moi, est-ce que tu veux dire que c'est des réponses manichéennes ? Et elle est jolie celle-là. Effectivement, c'est un peu ça. Et comme tu dis, c'est manichéen, ça crée des camps en fait entre les historiens. Et on a même des historiens qui ont été traités de négationnistes quand même sur la question cathare. On en est à ce niveau-là de vocabulaire. Mais cette question-là, elle ne rend pas compte, cette question est-ce qu'ils ont existé, elle ne rend pas compte de la complexité de la réalité médiévale. La vraie question, c'est plutôt comment et sous quelle forme ils ont existé. Parce que voilà ce qui a vraiment existé. Ce qui a existé, c'est qu'il y a des dissidences religieuses multiples et locales, on l'a vu dans le Languedoc du 12e-13e. Il y a des prêcheurs itinérants, des communautés qui vivent dans la pauvreté volontaire, qui refusent des sacrements, ou qui en inventent d'autres, là comme on peut le voir ici avec le Consolamentum, et donc qui prônent un retour à l'évangile plus profond. Ce sont des pratiques variées, pas forcément connectées entre elles au départ, mais il y a une aspiration spirituelle commune, la pauvreté, la pureté et la critique d'une église qu'ils considéraient corrompue. Ça a existé. C'est documenté, c'est réel, c'est ancré socialement. Ce qui n'a pas existé, ou en tout cas pas avant les années 1230, c'est une église cathare, centralisée, avec un dogme unifié, une hiérarchie claire et une auto-identification comme cathare. Et c'est là qu'on comprend mieux ce qui s'est passé. Dans les années 1990-2010, il y a eu un tournant historiographique majeur. Des historiens comme j'ai dit, comme Monique Zerner ou Jean-Louis Béger, ont commencé à déconstruire le mythe cathare, c'est ce qu'on a vu en première partie. Ils ont remis en question les sources inquisitoriales et ont montré comment la construction des catharismes était une partie de la projection de l'Église. Et le consensus aujourd'hui c'est ça, c'est qu'il y avait bien des dissidences réelles dans le Languedoc, que oui la répression était violente et traumatique, mais il n'y avait pas d'église cathare structurée avant la croisade. Non, il n'y avait pas d'église d'unité doctrinale ou organisationnelle au départ. Les cathares existent entre réalité et construction. C'est simultanément vrai, c'est en même temps vrai, si je puis dire, que ces dissidents ont existé. Et vrai que l'Église a créé l'hérésie cathare en la nommant, en la catégorisant et en projetant sur elle des schémas théologiques. Le paradoxe est donc résolu, en fait. Les deux sont vrais en même temps. Et d'ailleurs, ce phénomène de christianisation imparfait, de dissidence locale, c'est courant dans toute l'Europe du XIIIe siècle, du XIIe-XIIIe siècle. Et pour certains, ces courants amèneront jusqu'au protestantisme, 3 à 4 siècles plus tard, mais ça c'est complètement une autre histoire. Alors, revenons une dernière fois sur notre fil rouge, la charte de Niquinta. Qu'est-ce qu'elle n'est pas ? Eh bien, elle n'est pas un compte-rendu d'un concile de 1167. Elle n'est pas la preuve d'une église cathare organisée dès le XIIe. Et elle n'est pas non plus un faux moderne fabriqué par Guillaume Besse au XVIIe. Qu'est-ce qu'elle est ? Probablement alors. Eh bien, c'est probablement une légende fondatrice créée vers 1230. C'est probablement un récit identitaire pour légitimer un mouvement qui est sous une pression énorme après la croisade. Et c'est probablement un document qui reflète l'organisation cathare telle qu'elle existe au XIIIe siècle, pas au XIIe. Mais le plus important, ok, c'est ce qu'elle n'est et ce qu'elle n'est pas, mais vraiment ce qui importe, c'est qu'est-ce qu'elle révèle.
et ben, elle révèle la conscience identitaire cathare du XIIIe siècle. Un mouvement structuré, donc, qui a besoin de se légitimer, qui crée sa propre historiographie. Ça demande que ces dissidents se pensaient alors comme un groupe, qu'ils avaient une organisation et une mémoire collective. Et elle révèle donc aussi le rôle de la mémoire, comme je le disais, dans les constructions des mouvements religieux. Tous les groupes font ça, on l'a vu. La charte, c'est l'équivalent cathare de ces récits mythifiés. Et elle révèle enfin les enjeux politiques du XIIIe siècle, les conflits territoriaux entre églises et le besoin de traçabilité face à l'Inquisition. Alors oui, c'est probablement un faux. C'est quasiment certain que c'est un faux. Mais ce faux est plus révélateur que beaucoup de documents authentiques. Parce que ce n'est pas l'authenticité qui compte. Ce qui compte, c'est ce que le document nous dit de son époque, de ceux qui l'ont créé, des besoins qu'il devait remplir. Alors, pour conclure, je vais élargir un petit peu, parce qu'au-delà de ce débat historiographique, sur l'existence des cathares, je veux dire, il y a la question de la mémoire. Parce que les cathares, au XIXe siècle, sont devenus un mythe romantique, les trésors, les châteaux et les secrets ésotériques. Au XXe, on a eu des récupérations plus politiques et culturelles, dans un point de vue de décentralisation de la France. Et aujourd'hui, au XXIe donc, on a tout un tourisme mémoriel autour du pays cathare. Et la charte de Nikunta, aujourd'hui, c'est un symbole de ce débat plus large que la question cathare. Comment écrit-on l'histoire des vaincus ? Peut-on le faire l'histoire d'un mouvement à travers les sources de ses persécuteurs uniquement ? Et quelle est la place des récits identitaires et des légendes fondatrices entre guillemets dans l'historiographie ? Moi, la leçon finale que j'ai retenue de tout ça, c'est que la complexité, que tu le disais, ça vaut mieux que le manichéisme, le oui, non, le vrai, faux. Les cathares ont existé et ils ont été construits. Ces deux affirmations sont absolument pas contradictoires. La vérité historique, elle dépasse la simple opposition vrai, faux et authentique ou falsifié. L'histoire médiévale est beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe et beaucoup plus nuancée que les légendes qu'on a pu construire autour d'elle. Et évidemment, c'est ça qui la rend si fascinante. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Comme je disais, comme je l'avais dit par écrit, c'est probablement le capsule qui m'a pris le plus de temps et dont je suis le plus fier. Donc j'espère qu'il vous a plu, que vous avez passé un bon moment et que maintenant si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Alors, est-ce que des gens ont des questions ? Déjà, je vais te féliciter effectivement et te remercier pour ce beau travail qui, tu l'as dit, t'a pris beaucoup de temps parce que forcément il a fallu te plonger là-dedans. Ouais, et c'est fascinant. effectivement, on voit aussi qu'il y a des grosses parallèles à faire effectivement avec les protestants dans un premier temps. Moi, c'est ce que je repère parce que au final, Tout à fait, ouais. Enfin, je sais pas s'il y a des questions déjà qui devraient être posées parce que voilà. Non mais vas-y si il y tu a veux. une question de... Ouais, alors déjà sur les protestants en fait, on voit que mine de rien ils ont voulu se mettre non pas sous le... Ils ont pas voulu se rattacher en fait à l'église catholique et ils ont cherché plutôt littéralement un autre pan de la religion chrétienne, à savoir du coup l'église orthodoxe. Et d'ailleurs c'est marrant, ils viennent de se manger une croisade, ils se réclament du coup de l'église orthodoxe, à une période où, en plus de ça, Constantinople est plus vraiment en mesure de les protéger eux-mêmes, mais ils se disent très certainement que, justement, tu vas peut-être pas taper non plus sur le petit frère qui est en train de décliner. Il y a tout un pan politique à ça aussi, parce que pourquoi est-ce que les protestants ont pu prospérer ? Il y a aussi l'aspect où ils ont pu se rattacher à des princes locaux, ou à des princes entre guillemets, des institutions locales qui ont bien voulu les protéger. Ce qui n'a pas du tout été le cas des cathares. On l'a vu, comme je l'ai dit, la croisade des Albigeois, c'est quand même avant tout, très honnêtement, politique. Ah oui, donc en fait, c'est la couronne de France qui récupère du territoire. Et les cathares ont pris un petit peu pour raison d'État, quoi. Et d'ailleurs, autre parallèle qu'on peut faire et qui sera invoqué là-dessus, même si cette fois-ci la papauté dira mais what the fuck are you doing France, et littéralement l'Europe dira la même chose, ce sera sur les Templiers aussi, qui sera une belle razzia sur des commanderies templières nombreuses qui permettent. D'ailleurs, c'est souvent comparé.
Tout à fait. Les cathares et les templiers là-dessus. Mais effectivement, c'est de la récupération des terres. Et ensuite, on va avoir une petite pensée avec Val en matière d'OPSP. Si vous voulez voir des OPSP de récupération de territoire, François Ier et son maréchal des armées, c'était très beau. Même si là, c'est les Bourguignons, c'était mérité, fallait pas livrer Jeanne. Allez vous faire foutre. On va passer aux questions. Alors Montaigne nous dit sur cette croisade qui a participé, est-ce que c'est seulement le comte de Toulouse? Alors, si on revient sur une petite carte que j'ai fait, alors peut-être qu'on verra mieux si je retrouve. Ah donc ça c'est une carte avec les différents mouvements. Donc t'as des Montfort, t'as le roi de France qui a participé, t'as le roi d'Aragon également. Alors je sais pas si c'était un royaume déjà à l'époque, mais donc t'as l'Aragon également qui a participé. C'est un joyeux bazar. Mais je pense qu'on pourra peut-être mieux voir sur celle-là. Voilà. Donc on a le domaine des comtes de Toulouse qui est en rouge avec leurs alliés et vassaux. On a également des zones d'influence. Donc vous voyez comme le sud de la France c'était quand même très... Alors c'était pas au moins des comtes de Toulouse partout, mais c'était quand même beaucoup leurs alliés. Et leur adversaire, on va dire, c'est les Trencarvel. Et ça, ce sont des gens qui ont participé à la croisade. En plus du royaume de France au nord. Donc non, pardon, il n'y a pas eu que le comte de Toulouse. Il y a eu donc c'est Raymond de mémoire, qui malheureusement donc quand la croisade s'est terminée, donc a perdu et a dû céder ses terres à la couronne de France après sa mort. Donc c'est un système de transmission un petit peu particulier, qui du coup il gardait ses terres de son vivant, mais lorsqu'il est décédé, en fait ses terres revenaient à la couronne de France et non pas à ses héritiers directs. Et oui, effectivement, c'est Raymond VI de Toulouse qui a donc participé à la croisade. Mais Raymond VI a participé à la croisade après du côté catholique, on va dire. Enfin, il a été obligé de participer à la réduction des poches cathares. Donc c'était pas aussi simple que ça. Il y a une partie politique et il y a une partie religieuse qui s'entremêlent en fait dans la croisade des Albigeois. Oui, obligé par l'Église en fait. Sinon il était excommunié. Enfin, il a été excommunié. En gros, la croisade, ça te permet habituellement de te laver de tes péchés et machin. Donc on lui a gentiment dit écoute mon pote, t'as déjà de la chance d'être en vie. Donc il avait une raison de refuser, il l'était lui-même en fait. Toulouse, c'était ça faisait partie des gros noyaux quand il voulait pas le faire, c'est jamais sympa pour un dirigeant quel qu'il soit d'aller dans ses propres villes pour massacrer ses propres sujets. C'est à ça aussi. C'est-à-dire que lui, il s'en foutait très... comme on l'a vu dans la présentation, les Cathares, ils posaient pas de problème. Hein. C'est leur façon de vivre la chrétienté, c'était une façon qui pouvait tout à fait s'entendre d'un point de vue religieux. En fait, avant le début de la croisade, on est dans une époque où il y a peu de livres, où il y a peu de lettrés. Donc en fait, les gens, ils pratiquaient ce sont des gens qui se pensaient chrétiens avant tout, hein, et des bons chrétiens. Et ils pensaient être dans leur bon droit. Donc en fait, c'est assez compliqué pour le dirigeant du coin d'aller massacrer des gens qui n'ont jamais posé de problème, qui sont souvent les bourgeois de tes villes, donc les gens qui ramènent de l'argent, sans aucune raison, juste parce que en fait l'église a dit écoute, si tu le fais pas, t'es excommunié. Surtout qu'en plus il y avait le roi de France derrière qui poussait pour cela. Donc c'était un peu compliqué du point de vue de... C'est pas une hérésie armée en fait en soi. D'ailleurs c'est devenu hérésie que parce que ça a été décrété. C'est ça. Hérésie. Eux ils se considéraient comme chrétiens. Et que pour le coup, ils ont juste été aidés à l'époque par Innocent. À l'époque, c'est juste le roi qui est dans les bonnes grâces de Rome et qui va obtenir ce truc-là. Mais sinon, il y avait pas en fait d'host armé qui disait on veut faire bande à part, on réclame notre religion et machin. Non, c'est... Alors, une nouvelle question. Est-ce que ces pratiques étaient conservées jusqu'à aujourd'hui ou s'est éteinte après les croisades? Donc, comme je l'ai dit, en fait,
il y a eu Ça a été l'arrivée des ordres mendiants, ce qu'on appelait les ordres mendiants, donc dominicains et franciscains, qui ont supplanté cette idée cathare. Alors déjà, il y a le fait de les avoir massacrés, hein, mécaniquement ça réduit le nombre des mecs. Mais ensuite, ouais. Mais après, il y a les franciscains qui sont arrivés, ils leur ont dit, mais écoutez, vous pouvez continuer à vivre dans la pauvreté que vous souhaitez, dans le retour à une religion plus simple, tout en restant dans le dogme catholique, chrétien, on va dire, plus que catholique. Enfin, catholique, oui, mais bref, tout en restant dans le dogme admis par l'Église. Du coup, en fait, ces mecs-là se sont dit, bah, ok pour moi. Enfin, en fait, je reste chrétien, je vis ma vie un peu pas en ermite, mais genre en pauvre, proche des Écritures, etc. Et je reste chrétien. Donc c'est ok pour moi. C'est comme ce que je disais, vraiment les cathares, en fait, c'est extrêmement fin la limite entre un cathare qui était considéré comme hérétique et juste un mec qui suivait et un franciscain. C'est extrêmement fin en fait la différence. En fait, il y en a. Et ça a été fait. Ouais. En gros, ça a été fait exprès. Voilà. Pour permettre à des gens d'entrer dans une forme légale de christianisme. C'est ça. Parce que quand Saint François a pensé son dogme perso entre guillemets, une des premières choses qu'il a fait, c'est d'aller le faire valider par le pape. Et donc quand ça a été validé par le pape, après il a été voir, comme je disais, c'est une époque où beaucoup de personnes voulaient revenir à la pauvreté des Écritures, je veux dire. Donc il a été ensuite essaimé dans toute l'Europe et principalement au début dans le sud de la France parce que c'était un terreau où les gens avaient cette aspiration-là. Donc en fait, cette pratique, elle peut tout à fait être considérée comme... Enfin, si les franciscains d'aujourd'hui ont à peu près cette pratique-là, tu vois. Donc oui, la pratique est restée, mais il n'y a plus de cathares depuis des siècles. Alors Ati qui souligne qu'il est intéressant de noter que l'un des instigateurs de la croisade contre les... Alors la croisade, c'est pas une croisade qu'il y a eu contre les Templiers, ça a vraiment été en fait une arrestation. Littéralement, il n'y a pas d'opération de conflit en fait. Policière. C'est ça. Je le dis comme ça, et c'est peut-être un peu outrancier d'utiliser le terme police, mais il n'y a pas eu d'opération policière plus grande que ce truc-là, c'est-à-dire que littéralement, c'est pour ça que le vendredi 13 d'ailleurs est considéré comme maudit dans l'histoire en France. Si vous demandez en italien le vendredi 13, pour lui c'est jour de chance, nous c'est jour de malheur, parce que c'est un vendredi 13 où t'as tous les Templiers qui sont arrêtés, et quasiment tous, à part ceux qui étaient sur les routes, et à part ceux qui étaient pas en France à ce moment-là, mais tout ce qui était en France, c'est ram. Et donc, contre les Templiers en France, le garde des Sceaux de Philippe le Bel, un certain Guillaume de Nogaret, était, d'après plusieurs sources historiques, le fils de Raymond de Nogaret, un Toulousain, cathare condamné pour hérésie. Faut-il y voir une forme de justice immanente ? Non, bah non, justement, c'est une profonde injustice, et ça montre à quel point tu peux littéralement retourner comme une chaussette un type qui a vu son père justement être condamné pour hérésie, faire ça sur un ordre religieux qui n'était pas nécessairement parce que les Templiers n'avaient rien à voir avec cette croisade-là pour le coup. Les Templiers n'ont rien à voir avec cette croisade-là. Dans un endroit différent. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Templiers n'ont pas du tout fait de croisade en Europe. À la rigueur, peut-être ils ont pu aider sur la Reconquista, peut-être, mais il faudrait que je regarde un petit peu plus parce que ça, je vous avoue que je suis pas très très connaissant de là. C'est pas du tout comme les Teutoniques qui eux, alors ça, les Teutoniques sur les Lituaniens ou les Polonais, pas de soucis. C'est vrai que ça c'est pas. Mais bon, là pour le coup, il y a eu des résistances beaucoup plus importantes dans cette région-là du monde. Et dernière question, sauf si quelqu'un en a d'autres. Niveau résistance, est-ce qu'il y a eu des trucs notables ? Alors, il n'y a pas eu de résistance armée cathare importante. Il y a eu des résistances spirituelles, donc il y a Montségur comme je l'ai dit, où en fait il y a eu plusieurs centaines de personnes qui ont été brûlées malheureusement. Il y a eu des massacres dans des villes et villages, mais il n'y a pas eu de résistance armée des cathares, parce qu'en fait ce sont des gens qui vraiment, encore une fois, se considéraient vraiment dans leur bon droit comme des bons chrétiens. Des gens qui étaient plus ou moins pacifistes aussi, faut le dire. C'est des gens qui étaient assez proches de la nature, de la simplicité, qui étaient plutôt
qui mangent pas de viande végétarien. Donc, enfin, ce sont des gens qui vraiment avaient une vision de la vie très tranquille, slow life, on dirait maintenant, tu vois. Et en fait, non, il n'y a pas eu de résistance, il n'y a pas eu tant de résistance armée que ça, parce que même le comte de Toulouse, qui a subi la première partie de la croisade, plus ou moins contre lui, on va dire, même si c'était officiellement c'était religieux, mais il a pas pris les armes contre les premières, contre la partie jaune là, contre les premiers groupes de croisés. Après, il a été obligé lui-même de prendre la tête de la croisade. Vous voyez, entre 1217 et 1224, entre 1216 pardon, et 1224, sous peine d'excommunication. Donc non, il n'y a pas eu, très honnêtement, il n'y a pas eu de résistance. Ça a plus été un massacre des Cathares qu'une vraie guerre égale, on va dire. Ouais, je pense qu'il y a eu juste une petite incompréhension sur un point. On est d'accord que cette croisade des Albigeois, elle est organisée avant tout par la France. Alors ouais, tout à fait. Donc le premier, donc c'est Simon IV de Montfort qui vient de Lyon, qui descend, qui suit c'est en dehors de l'image malheureusement, qui suit donc le Rhône. Oui, c'est ça, le Rhône qui descend. Donc il va ensuite suivre la côte et remonter comme ça jusqu'à Toulouse. Et oui, tout à fait. Ce sont des hommes du Nord qui viennent faire cette croisade dans la première partie. Et ensuite, bon, il y a l'Aragon également qui s'en mêle, mais bon, c'est pas anecdotique, mais c'est quand même mineur. Et après, le comte de Toulouse est plus ou moins obligé de prendre la tête lui-même de cette croisade. Donc, parce que Atti disait effectivement que c'était les chrétiens catholiques qui cette fois-ci se prenaient un truc par les chrétiens cathares, mais en fait, encore une fois, pour revenir là-dessus, comme on l'a dit, les deux opérations sont menées par la couronne de France qui, sur l'opération Cathare, a eu l'assentiment d'un pape avec qui elle s'entendait bien, à savoir Innocent, qui de toute façon avait besoin de la France à l'époque, parce que à l'époque, quand tu as envie de faire une croisade, les trois grands trucs du coin, c'est la France, l'Angleterre et le Saint-Empire romain germanique. L'Espagne, elle est occupée à la Reconquista. Même si l'Aragon, comme je disais, a fait une incursion, mais ça a été quand même très rapide. Ça dépend. Oui, voilà. L'Aragon, elle est surtout venue aussi par jeu politique, parce qu'elle s'est dit, il y a peut-être des trucs à grappiller au sud, dans le sud. Ouais. Particulièrement dans le comté de Foix, par exemple. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose que je trouve assez ironique pour le comté de Toulouse, c'est que faut se souvenir que Raymond IV de Toulouse, je crois, ça a été un des principaux meneurs de la première croisade, et qui est certainement un des instigateurs également de cette première croisade, parce que bon, évidemment que c'est le pape qui l'a prêché, enfin qui l'a demandé, mais c'est un des premiers à répondre favorablement, et certainement qui préparait son comté et ses terres, ses armées depuis bien longtemps pour la première croisade. Et on est quoi ? On est 50, même pas 50 ans après, à la fin de la croisade des Albigeois, parce que la première croisade c'est fin 11e, donc on est à peine 50 ans après la première croisade que le comté de Toulouse en fait se fait mettre un coup de couteau dans le dos par la papauté de l'époque, quoi. Donc c'est vrai que voilà, les raisons d'État, hein, comme quoi il n'y a jamais d'amis, hein, en politique, et ça date pas d'hier. Tac. Peut-être est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon on peut peut-être s'arrêter là, ça fait une petite heure. Peut-être... Alors si on peut juste reprendre ça, je suis pas d'accord avec le côté c'est orchestré par la couronne de France. Encore une fois, elle ne s'intéressait pas très très entre 1209 et 1221. Les croisés venaient de là-bas, mais la couronne elle-même luttait surtout contre ses grands vassaux. Oui, mais c'est pas exclusif les uns les autres. Orchestré, peut-être le mot est peut-être effectivement fort, mais la papauté, en déclarant l'hérésie et en appelant à la croisade contre les Cathares, savait très bien que politiquement, alors la croisade ayant duré 20 ans, la politique peut évoluer, hein, mais que le Nord, le royaume de France de l'époque, avait, alors
pouvaient être intéressés, et on l'a vu, comme je l'ai dit, après la croisade, pouvaient être intéressés par ces territoires. Et j'en veux pour preuve que à la fin de la croisade, Raymond VI de Toulouse donc, a l'obligation à sa propre mort, de transmettre son titre au roi de France. Donc c'est concomitant en fait, c'est-à-dire que la croisade est appelée contre des cathares, tout en sachant que les chevaliers du Nord, enfin en tout cas les troupes du Nord, pas toutes, pouvaient venir aider, et ce qu'on voit d'ailleurs avec Simon de Montfort. Et ensuite c'est repris un peu plus officiellement par la couronne, comme on le voit avec Louis VIII ici, voilà. Bon après, effectivement, Krell dit que... Oui, tout est imbriqué en fait. Et donc effectivement, ça a pu être imposé par le roi suivant, mais... Ouais, voilà, il y a des choses qui sont imbriquées, de toute façon... En général, on n'appelle pas la France la fille aînée de l'église pour rien. C'est ça, ouais. Ils ont toujours su se mettre d'accord. Il y a certains moments, et surtout avec quelques changements dynastiques où ils n'ont pas su, mais voilà. La cour... Ouais, voilà, c'est la France qui va en profiter le plus. Oui, voilà, la question c'est qui va un peu. Est-ce que c'est la couronne qui en a profité le plus? Est-ce que c'est la couronne qui en a profité le plus? Réponse oui, clairement. Oui, réponse oui. Parce que sinon, quelqu'un d'autre l'aurait pris à son compte. C'est ça. Les ordres auraient pu monter en puissance à cet endroit-là et. Voilà, c'est ça. C'est que la couronne gagne les territoires du comté de Toulouse en succession. L'Aragon est repoussé. La papauté est satisfaite de l'action française, même si elle n'est pas forcément décisive dès le début. Et qu'elle intervient plutôt sur le dernier tiers de la croisade. En gros, c'est eux qui ont cloué le cercueil du comté de Toulouse, et du coup la papauté est satisfaite, quoi. Donc oui, territorialement et dans l'aura, comme on dirait actuellement, l'aura farming de la France pendant la croisade des Albigeois est stratosphérique. Pour finir là-dessus. Bah voilà. Je pense qu'on a tout dit, une petite heure. Ouais. Je voulais faire une petite parenthèse sur les fameux ordres aussi, donc franciscains et dominicains. Faut bien comprendre que oui, le prestige. Quand ces ordres apparaissent, même si c'est concomitant avec l'apparition de l'Inquisition et des questions, etc., faut bien comprendre que la création de ces ordres-là, qui répondent en plus à une demande de la population locale, c'est pas anodin non plus. C'est-à-dire que avant de sortir les gros bras, avant de sortir l'Inquisition, avant de sortir la croisade, on essaye d'abord d'y aller soft. Bah oui, c'est ce qu'on a vu avec et de récupérer les gens. Et effectivement, c'est ça. Ouais, c'est ce qu'on a vu avec Dominique de Guzman par exemple, qui est Saint-Dominique, qui était sur place dès 1206. Voilà. Avant la croisade. Parce que par exemple dans les dominicains plus tard, vous allez avoir Bartholomé de Las Casas, qui va être le grand négociateur de la controverse de Valladolid, qui va faire le grand plaidoyer pour les Amérindiens, et qui obtiendra d'ailleurs la cause du pape sur les Amérindiens. Et après, forcément, on a une autre époque, et là, pour le coup, c'est juste des empires coloniaux qui ont dit oui, c'est bien ce qu'il dit le pape, mais on s'en fout. Voilà. Mais non, il faut bien comprendre que l'Inquisition existe uniquement parce qu'il y a des ordres qui sont capables de la soutenir, et pas inversement. Ouais. Les ordres qui font le taf sur place, en fait. Voilà, et qui agissent surtout en dernier ressort. Tout à fait. Alors, tout à fait. Sauf dans certains pays qui parlent en roulant beaucoup les R et qui sont situés au sud-ouest de la France. N'est-ce pas Espagne, n'est-ce pas Portugal? Mais bon. Mais ça, c'est complètement une autre histoire. Mais voilà, en tout cas, la présence de l'Inquisition dans le sud de la France à cette époque-là, c'est vraiment quelque chose qui a été mis en place parce qu'il y avait des dominicains qui étaient spécialistes là-dedans et qui savaient faire, entre guillemets. C'est pas l'inverse. C'est pas l'Inquisition qui crée les ordres. C'est les ordres qui sont créés parce qu'il y a un besoin, et l'Inquisition est créée parce qu'il y a un besoin également de la part de l'Église. Voilà. Est-ce que c'est ok pour toi, CJ? C'est ok pour moi.
Et si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Bah tout oui. comme Krell et Ati ont pu ne pas être en accord. Et on est toujours content et on va continuer à discuter, mais en off de ces sujets. Ouais, parce que ce sont des sujets passionnants et comme je le disais, j'ai laissé volontairement de côté plein de Ouais. sous-parties parce que le sujet est tellement vaste et tellement intéressant que j'aurais pu parler 2 ou 3 heures de ça, mais bon, on n'a Tout pas à le fait. temps. Ah, petite question de Asmir. Ah, Allez, on n'a pas eu de vite, question allez, d'Asmir. allez, Qui on en est plus plus à est 2 arrivé minutes. après ma pique sur. Qui est arrivé après ma pique sur les bourguignons en plus. Donc du coup, tu iras voir la vidéo YouTube. Ah oui, d'ailleurs, puis Pourquoi ce sujet C'est la petite question. Ouais, parce que ça me fait penser à vous proposer un livre qui du coup est sur ce sujet et qui m'a beaucoup aidé. Pourquoi ce sujet Parce que étant un grand adepte du podcast Paroles d'Histoire de mémoire, donc disponible dans toutes vos meilleures boulangeries, il y a eu un épisode sur les cathares. Et dans cet épisode-là, il parlait, mais vraiment en 2 secondes. Il y a eu même pas 2 minutes sur le sujet de la charte de Nikunta. Et du coup, je me suis dit, bon, je cherche un sujet de capsule en ce moment. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'histoire. On va parler de ce sujet. Ça a l'air simple. Spoiler, non. le mec, il entend parler d'une charte, il se dit non, mais ça va traiter des prix du sel. Voilà, c'est okay. ça. J'entends parler d'une charte de 1167 sur un mec, je sais pas qui c'est. Ça a l'air simple. Ah, spoiler, non, j'ai passé 25 ou 30 heures dessus. Quoi. T'as débarqué comme OSS 117 dans le bureau. Bonjour. Oui, bonjour. C'est ça. C'est vraiment ça. Ouais, je vais m'occuper de ça, quoi. Et donc voilà pourquoi ce sujet. Donc le sujet Qatar au global est passionnant à de nombreux niveaux. Et en fait, ce sujet de la charte de Nikunta en fait m'a permis de l'utiliser comme fil rouge pour parler des Qatars plus généralement. Donc en fait, parce que on n'allait pas passer 5 minutes à parler d'une page de la charte, quoi. Le plus intéressant c'était quand même de la recontextualiser. Et du coup, je trouvais ça intéressant de partir de ça pour parler des Qatars en général, de leur construction, de leur réalité, etc. D'ailleurs, pour finaliser aussi, je crois qu'on dit plus château Qatar maintenant. C'est un truc qui est arrivé récemment. Ouais, peut-être, effectivement. Là, j'avoue que j'ai pas vu passer ça, mais... Je sais plus comment on dit maintenant. Parce que c'est un truc qui est passé littéralement cette année. Hein. Ah oui. C'est ça. On est passé du château du pays Qatar. Alors, château du pays Qatar en fait est devenu l'appellation touristique officiellement. Ah, ok. Maintenant, c'est devenu les forteresses du Languedoc. Ok, ouais, ce qui est normal parce qu'en fait, il y a beaucoup de trucs qui étaient considérés comme des châteaux cathares où en fait il y a certainement aucun cathare qui rien foutu là-dedans. Ouais. Genre, c'est ça. C'est juste que ça faisait partie du Languedoc, que donc ça appelait le pays Qatar, que les mecs ils ont vu des châteaux et donc ils se sont dit à l'époque, ont dû... Voilà, l'esprit romantique, justement. Exactement, du 19ème. C'est génial, l'esprit romantique, c'est des mecs du 19ème qui inventent une vie à des mecs du 12e et du 13e. Ah bah oui, le 19ème, bon, ça sera un autre sujet, ça, mais le 19ème a fait un peu de mal quand même sur les représentations historiographiques. Donc ça serait peut-être les casques à cornes, là. Oui, les casques à cornes. Les casques à ailes. Ouais, enfin. Merci CJ en tout cas pour nous avoir, comment je pourrais dire, hosté, de nous avoir accueillis sur le Discord. Oui. Et puis je te laisse le mot de la fin si tu le souhaites. Et si vous avez envie de nous présenter vous aussi des sujets passionnants, des sujets intéressants, des sujets dont on peut parler en se documentant, et vous êtes les bienvenus. Je vous rappelle que CJRON c'est aussi une communauté, donc le Discord qui est là, qui vous permet de venir discuter, vous rencontrer entre vous, qui réoriente vers la CJ Arena qui est plus un lieu de baston sur les Total War et très bientôt sur Star Wars Imperator et peut-être dans un futur proche sur Dawn of War issu de l'univers de Warhammer 40 000. Voilà. Ça tease. Vraiment. Ouais. Et puis moi je vais voir aussi pour faire peut-être un petit capsule parce que ça serait peut-être rigolo après les Qatars d'avoir un petit point sur un certain ordre là dont j'ai parlé tout à l'heure. Avec une croix et tout. Ouais, peut-être. Après, un ordre avec une croix, ça. Mais c'est pour ça, tu vois. Je laisse le doute. Teasing. Ouais. Du coup, je le dis je prépare ça pour janvier.
Ah, alors février du coup. Janvier, on a déjà quelqu'un. Février. Ah Ouais, oui, janvier c'est février. déjà pris. Mais sinon, tu peux mettre 2 points sur janvier. Hein. Ah ah. Ah ouais, mais il me faut du monde aussi pour jusqu'en juin, hein, donc Ah bah t'inquiète, hein, si ça. Moi, je vais voir combien de temps ça me prend et si jamais je trouve que c'est trop long, je peux le couper en 2 parties. tu Voilà. peux. Ok, ok. Bon bah super alors. Bah, merci à tous de nous avoir écoutés, et puis c'est bon pour moi. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Je pense que c'est bon. Bisous. Ah bisous partout. Ah non, pas là.